Vendredi, c'est philosophie. Entre 2003 et 2006, Raphaël Enthoven est producteur sur France Culture de l'émission Commentaire dans les Vendredis de la philosophie, qui donne son nom à une collection de livres CD édités par France Culture et Naïve, dont la dernière parution est consacrée à Sartre, la liberté dans tous ses états. Des philosophes débattent, on écoute et on a l'illusion de devenir intelligent. Pourtant, quand on entend la voix de Sartre, on se demande si sa pensée n'a pas été dévorée par une série d'images, des clichés. Sartre et Simone de Beauvoir à Saint-Germain-des-Prés, Sartre devant les usines Renault en 68, ou Sartre vendant la cause du peuple sur le boulevard Saint-Michel. Je compte sur vous, Raphaël Enthoven, avec cette passion d'auteur, pour nous restituer Sartre dans tous ses états. Merci Daniel Picouli. Mais alors, Sartre, il est né en 1905, il est mort en 1980, il a vécu 75 ans. Il a publié son premier livre, je crois, en 38, s'appelait Le Mur, c'est un recueil de nouvelles. Et puis la même année, il a publié La Nausée. Il donne sa première version du garçon de café dans La Nausée. C'est un monsieur Fasquelle qui s'endort quand les clients s'en vont. C'est-à-dire c'est un homme qui perd conscience quand plus personne ne le regarde. Et de ce point de vue, Sartre théorise le fait qu'un individu n'existe que sous le regard d'autrui, ou en tout cas qu'il cherche son identité sous le regard d'autrui. C'est ce qu'il appelle la réification, le fait de devenir chose sous le regard d'autrui. Ça a donné Le Garçon de café de L'Être et le Néant, qui est la version philosophique de La Nausée. Le Garçon de café de L'Être et le Néant, c'est un garçon de café dont on observe que ses gestes sont un peu trop précis, un peu trop rapides. C'est celui qui dit, comment vous donner un exemple celui qui dit, on lui demande un café par exemple, et il dira un express, un, par exemple. Pourquoi est-ce qu'il va répéter ça ? Le geste du garçon de café ou la façon dont il nettoie le percolateur, toutes ces choses-là signifient chez lui la volonté d'être un garçon de café, le fait de jouer au garçon de café, le fait de traquer son identité. Or chez Sartre, justement, c'est mortifère. Cette démarche-là est mortifère. La véritable liberté, elle est dans le fait d'assumer le fait que nous ne sommes rien, mais nous faisons que devenir. Nous sommes temporels de part en part. Ensuite, je dirais, les grandes dates, l'existentialisme est un humanisme après la guerre. Il y a les années 50, les grands articles, les communistes et la paix, son rapport avec le Parti communiste, cette façon qu'il a eu de vouloir prouver aux communistes qu'il faisait partie de leur camp, qu'il était bien des leurs, alors qu'en vérité c'était un bourgeois et il souffrait d'être un bourgeois. Et puis ensuite, il a monté Libération en 73. 73, c'est aussi l'année de son attaque cérébrale, son anévrisme. C'est aussi le moment, vraisemblablement, où Sartre se fige dans une certaine posture. Sartre, d'ailleurs, c'est un des paradoxes de Sartre. Sartre est le théoricien de l'idée que toute posture est une imposture. Or, il y a des moments où il s'est laissé emprisonner lui-même dans une posture, dans une identité, dans une image, où il s'est contenté, en somme, du regard d'autrui, où il s'est satisfait de l'opinion qu'on pouvait avoir de lui. Enfin, est-ce qu'on peut aller vers une autre étape qui est tout simplement la Deuxième Guerre mondiale, ce engagement ou non-engagement de Sartre ? Écoutez, Sartre n'était pas un héros. Voilà, c'était pas un héros, c'était pas un collabo non plus. On va pas revenir, si vous voulez, sur les détails. Il a obtenu une place à la radio pour Simone de Beauvoir sous la France occupée. C'est pas une raison pour en faire un collabo. Il me semble que c'est un mauvais procès. Il me semble aussi que Sartre s'est donné ensuite l'air d'un censeur aussi, l'air d'un contempteur de ceux qui n'avaient pas été héroïques ou qui n'avaient pas été exemplaires. C'est lui qui a quand même expliqué que ne pas s'engager, c'était encore s'engager. C'était déjà s'engager, or il s'est moyennement engagé pendant la guerre. On ne peut pas dire que c'était un héros. En vérité, ce qui est très intéressant pendant la guerre, me semble-t-il, chez Sartre, ce sont ces carnets de la drôle de guerre, dans lesquels Sartre parle de lui, cette espèce de journal qu'il rédige. Notamment, il dit, c'est un des premiers textes où il décrit son insensibilité. Il dit « je suis insensible ». Et on comprend comment cette insensibilité lui a fait fabriquer ensuite une philosophie de la solidarité et de la réciprocité, comme un palliatif justement à lui-même, comme un remède précisément à lui-même. Donc, engagement, pas engagement, écoutez... Par contre, en 54, quand la guerre d'Algérie commence, là, il s'engage. Oui, là, il s'engage. Enfin, 54, c'est aussi le moment... Alors, évidemment, il s'engage sur la guerre d'Algérie. Il est tout à fait aux côtés, il est pour l'Algérie algérienne. C'est aussi le moment où il conduit l'ostracisme à l'endroit d'Albert Camus, qui est une grande injustice. Camus lui disait, la querelle entre les deux repose sur un point très simple, les années 50. Quand Camus fait paraître L'homme révolté au début des années 50, il dit que la révolte est légitime et que l'un des dangers de la révolte, c'est la révolution. C'est-à-dire c'est le moment où elle devient dogmatique. C'est le moment, par exemple, où on va jusqu'à tuer des enfants.
pour justifier, pour parvenir à ses fins. Il dit là, il y a une limite que l'humanisme fixe et au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Et Sartre, en somme, s'en prend à Camus parce que Camus s'en prenait à Sartre, aux écrits de Sartre et à l'outrance de Sartre. Outrance de Sartre qu'on retrouvera par exemple dans la préface à un texte de Frantz Fanon, en pleine décolonisation, qui s'appelle « Les damnés de la terre ». Dans cette préface, Sartre justifie l'appel à la violence et même l'appel au meurtre, en expliquant que quand un colonisé tue un colonisateur, il fait d'une pierre deux coups, parce que sous ses pieds se trouve ensuite un homme mort et un homme libre. C'est un homme il a franchi le Rubicon à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il est passé du côté de la violence, il a justifié la violence. Et pourtant, il l'a fait par pacifisme, et il l'a fait par le goût du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puis, il y a ses pièces de théâtre. Moi, je déteste son théâtre. Je vous le dis franchement, je n'aime pas son théâtre, je n'aime pas Huis clos, j'aime pas les mouches, j'aime pas les mains sales, j'aime pas ses pièces. Le théâtre de Sartre est tellement pris dans son époque, pris dans un contexte, pris dans un moment, qu'il date aujourd'hui, qu'il est démodé, me semble-t-il. Et surtout, vous savez, Huis clos, par exemple, le drame de Huis clos, il a écrit « L'enfer, c'est les autres ». Mais bon, d'accord, il aurait pu écrire le contraire aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le paradis, c'est pas l'absence d'autrui non plus. Donc, l'enfer, c'est les autres, j'en sais rien. On a beaucoup glosé sur cette phrase, on est resté à l'infini sur cette phrase, on est resté comme une postérité se fabrique avec quelques bribes, si vous voulez. Est-ce qu'on peut venir aux dernières années de Sartre et quand il a disparu, c'est étrange presque, engouement populaire au moment de sa mort. Oui, c'est étonnant. Bernard-Henri Lévy décrit ça très bien d'ailleurs dans son livre sur Sartre. Il décrit la foule des gens qui étaient à son enterrement. Il y avait les intellectuels, il y avait les postiers, il y avait des Vietnamiens, toutes les nations du monde étaient représentées. Il y avait un cortège d'aimants il y avait plusieurs chefs d'orchestre. Enfin, c'était toute une affaire. Et cet enterrement, et BHL se demande comment une seule œuvre, une seule vie avait suffi, et la phrase est de lui, à rassembler tant de ferveurs disparates. Et c'est une très bonne question. Et on peut répondre d'ailleurs à cette question, mais avant ça, c'est vrai qu'en mourant, Sartre, il est arrivé à Sartre le contraire de ce qu'il avait pensé toute son existence, c'est-à-dire une liberté irréductible aux causes qu'il embrasse, aux jugements qu'on porte sur elle, aux étiquettes qu'on pose sur les individus. Eh bien, cette liberté-là, à l'instant où il est mort, il a été figé, statufié dans la notion d'intellectuel, dans l'idée d'intellectuel engagé, en somme. On l'a emprisonné dans une image. Cet homme, on l'a écrasé sous des hommages. Or, c'est le même homme qui, dans La Nausée, explique à quel point, justement, les hommages, l'onction de ses contemporains est quelque chose de mortifère. Et c'est étonnant. Faut-il que les gens qui l'ont aimé l'aient mal lu pour lui avoir organisé un si mauvais tour, si vous voulez. Sartre méritait 1000 fois mieux que les funérailles d'un pape. Justement, il n'était pas un pape, ou plutôt, il était le penseur de ceux qui préfèrent rester singuliers plutôt que de céder à une idée, à une étiquette, à une identité. Or, on a fait le contraire quand il est mort. Sartre aujourd'hui, l'existentialisme, cet humanisme, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Écoutez, ce qui est magnifique chez Sartre aussi, c'est l'idée que un homme n'est jamais que la somme de ses actes. En dehors de ce qu'on fait, il n'y a rien. Il s'agit, vous savez, cette façon qu'on a de se dire « Oh, j'ai pas eu une vie heureuse, mais c'est normal, j'ai pas eu de chance. C'est pas de ma faute, en gros. » Cette forme de mauvaise foi que Sartre fustige dans l'existentialisme est un humanisme. Cette forme de mauvaise foi, eh bien, Sartre l'a déconstruit. Il ne nous laisse pas le droit de dire qu'on aurait pu avoir une autre vie que celle qu'on a eue. C'est pas possible. Nous n'avons qu'une vie, c'est celle que nous avons, c'est celle que nous avons eue. Nous ne pouvons dire que nous avons eu un destin qu'au moment de mourir. On ne sait pas quel est son destin quand il s'agit de vivre. Et tant qu'on vit, il s'agit de faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, en tenant compte de notre liberté à laquelle nous sommes condamnés, et en même temps des situations qui font qu'on est constamment réifié, bousculé et en même temps sommé d'agir, convoqué à l'action. Bon, en tout cas, on peut aller avec profit, retourner du côté de Sartre et écouter Sartre, parce qu'il y a quelque chose que je trouve très troublant, c'est sa voix. Et oui, c'est la radio qui permet ça. On est allé chercher des archives de Sartre pour le mettre avec nous dans la conversation. Un joli miracle, ça. Merci. Merci, Raphaël.